Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un contrôle de classe de première sur le premier chapitre, sur le second degré. C'est le 7e contrôle que je mets en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir les autres si jamais celui-là ne vous suffit pas. On y va. Alors, dans ce premier exercice, on vous dit sur le graphique ci-dessous a été tracée la courbe représentative CF d'une fonction f polynomiale de degré 2. Voilà, sachant que les points A, B et C appartiennent à la courbe CF, déterminer une expression de f sur R. Donc voilà, on a 3 points, ici, ici et ici. Alors de ces 3 points, on va extraire des informations. Là, on s'aperçoit qu'on a les points d'intersection entre la courbe CF et l'axe des abscisses. Alors ça, on sait que pour la fonction polynomiale, eh bien, ça nous donne en fait ces zéros, c'est-à-dire là où elle s'annule. On va donc interpréter ici le moins 3 de l'abscisse du point A et le 4 de l'abscisse du point B comme étant les racines du polynôme f de x. Alors, qu'est-ce que je dis quand je rédige? Le point A de coordonnées moins 3, 0 et B de coordonnées 4, 0 eh bien, appartiennent à CF. Donc ici, on voit bien les ordonnées qui valent 0. Donc ça veut dire que l'image de moins 3 vaut 0 et l'image de 4 vaut 0. Donc le polynôme du second degré f de x a pour racine moins 3 et 4. Alors pour déterminer une expression d'un polynôme du second degré, eh bien, vous avez les trois formes qu'il faut connaître. Vous avez la forme développée. La forme développée, c'est de la forme ax au carré plus bx plus c. Vous avez la forme canonique, qui est de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où alpha et bêta sont les coordonnées du sommet de la parabole qui représente le polynôme du second degré. Et vous avez la forme factorisée, qui s'écrit de la forme, quand il y a deux racines, a fois x moins la première racine, fois x moins la deuxième racine. Donc vous, si on vous demande de retrouver l'expression d'un polynôme et qu'on vous a donné les racines, eh bien vous allez plutôt partir sur la forme factorisée parce que du coup, on a déjà trouvé qui était x1 et x2. Donc je vais pouvoir remplacer x1 par moins 3 et x2 par 4. Et donc, vous voyez, dans chaque forme, en fait, il y avait 3 nombres à trouver. Ici, A, B, C dans la forme développée, A, alpha et bêta dans la forme canonique et A, x1 et x2 dans la forme factorisée. Donc, s'il y a une des formes qui vous donne déjà deux des valeurs sur les 3 à trouver, eh bien, il faut partir de celle-là. Donc, ici, on va s'orienter sur la forme factorisée. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à A facteur de x moins 3 fois x moins 4. Alors, x moins 3, ça n'est autre que x plus 3, vecteur de x moins 4, avec eh bien, A qui appartient à R. Voilà. Il faut donc trouver désormais eh bien, la valeur du réel A. Pour cela, on reprend notre exercice et on se rend compte qu'en fait, il y a une information qu'on n'a pas encore exploitée, c'est le fait que le point C de coordonnées 0, 4,8, eh bien, il appartient lui aussi à la courbe représentative de f. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'image de 0 doit être égale à 4,8. Donc, avec ça, on devrait s'en sortir. Donc, je signale l'information. Or, C de coordonnées 0, 4,8 appartient à la courbe CF. Donc, je sais que l'image de 0, c'est forcément 4,8. Hop. Voilà. De plus, eh bien, dire ça que f de 0 est égal à 4,8, eh bien, c'est équivalent à dire que eh bien, si je remplace les x par 0 dans l'expression f de x, eh bien, le résultat doit être 4,8. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, a fois 0 plus 3 facteur de 0 moins 4 est égal à 4,8. Donc, vous voyez, ça me donne une équation dans laquelle l'unique inconnu, c'est a. Donc, je vais pouvoir trouver la valeur de a qui convient. Donc, après, c'est plus qu'une question de calcul. Donc, c'est équivalent à dire que, alors, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Donc, moins 12, a est égal à 4,8. Ce qui est équivalent à dire que A est égal à bien moins 0,4.
Donc finalement, je peux réécrire l'expression qui était ici en remplaçant a par moins 0,4 et l'exercice sera terminé. Voilà, petite phrase de conclusion. Donc pour tout x appartenant à R, f de x est égal à moins 0,4 fois x plus 3 fois x moins 4. Pas besoin d'aller développer tout ça. Si vous le faites, très bien, vous aurez la forme développée, mais il faut savoir qu'on n'a pas, nous, de préférence entre forme factorisée, forme développée, forme canonique. Même si, voilà, vous, traditionnellement, vous aimez bien quand le polynôme est développé et réduit. Mais ce n'est pas obligatoire, ça, c'est bien une expression valable. Alors, ça nous amène à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on vous dit dans cet exercice, les notations du cours A, B, C, alpha, bêta, delta, x1, x2 seront utilisées. Donc, c'est les notations qu'on a vues dans l'exercice 1 avec la forme développée qui utilise ABC, la forme canonique qui utilise A, alpha et bêta, le discriminant, x1, x2, les racines du polynôme. Sur le graphique ci-dessous, tracez la courbe représentative d'une fonction polynomiale de degré 2, vérifiant les conditions suivantes. Alors, en rouge, il va falloir que j'ai un discriminant strictement positif, un coefficient dominant strictement négatif et alpha qui vaut moins 2, c'est-à-dire l'abscisse du sommet de la parabole qui est égal à moins 2. Alors, ça demande d'avoir compris ce que veulent dire chacun de ces arguments. Donc, le discriminant strictement positif, ça veut dire que je dois avoir un polynôme qui a exactement deux racines réelles. Et donc, ça veut dire que pour la courbe qui représente ce polynôme, la fameuse parabole, elle doit couper l'axe des abscisses en deux points distincts. Donc là, ici, je dois avoir deux points distincts d'intersection avec l'axe des abscisses. Le A strictement négatif m'informe sur le fait que la parabole va être ouverte vers le bas. Et enfin, le alpha égale à moins 2, ça c'est l'abscisse du sommet que je connais et qui doit valoir moins 2. Donc ça veut dire que l'abscisse du sommet doit valoir moins 2, ça veut dire qu'elle doit être là-dessus, quoi. Donc ça, vous ne devez pas tracer, mais voilà. Donc l'abscisse du sommet doit être sur cette droite-là. On doit avoir deux points d'intersection et on doit avoir une parabole ouverte vers le bas. Alors si jamais je mets le sommet ici, le problème c'est que comme la parabole est censée être ouverte vers le bas, elle va être tournée comme ça et je n'aurai pas les deux points d'intersection. Donc le sommet, je n'ai pas le choix, il va falloir que je le mette au-dessus de l'axe des abscisses pour que, en orientant la parabole, l'ouverture vers le bas, il y ait bien deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc finalement, je vais placer par exemple le sommet ici. Il faut que l'abscisse soit égale à moins 2. Et ensuite, je vais orienter la parabole, son ouverture vers le bas. Alors voilà, on n'est pas obligé de faire quelque chose d'extrêmement joli. L'essentiel, c'est qu'il y ait bien les trois critères. Deux points d'intersection avec l'axe des abscisses, ouverte vers le bas, et l'abscisse du sommet qui est égale à moins 2. Voilà, je n'avais pas de contrainte sur l'ordonnée du sommet. Donc j'aurais pu mettre l'ordonnée du sommet ici, 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 etc. On me dit maintenant, en vert, je veux un discriminant égal à 0, un alpha égal à 3 et un A strictement positif. Donc pareil, je vais traduire un peu ces informations. Alors un discriminant égal à 0, ça veut dire que le polynôme a une unique racine réelle, ce qui veut dire que sa courbe représentative, la parabole, va avoir un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et donc il n'y a pas le choix, ce point d'intersection, ça doit être le sommet. Donc ici, il y a un point d'intersection. Ensuite, ici, donc le sommet. Ici, on me dit que l'abscisse du sommet, c'est 3. Donc, j'ai l'abscisse du sommet. Mais comme on m'avait dit que le point d'intersection avec l'axe d'abscisse, c'était le sommet, j'ai aussi l'ordonnée. L'ordonnée, il n'y a pas le choix, ça va être 0. Et le A strictement positif, c'est ouverture vers le haut. Voilà, donc il faut que j'essaie de faire quelque chose qui réunit toutes ces choses-là. Donc déjà, le sommet, on a dit, j'ai pas le choix. C'est forcément le seul point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc il a pour abscisse 3, donc ça veut dire qu'ici, j'ai le sommet de la parabole. Ensuite, donc là, j'ai utilisé ces deux informations-là, puisque je sais que c'est le seul point d'intersection. Et donc désormais ici, je dois faire une parabole ouverte vers le haut. Donc je n'ai qu'à tracer quelque chose de comme ça. Voilà,
ça conviendra très bien. Pour la dernière, on nous demande un delta strictement négatif, un alpha égal à 2 et un a strictement négatif. Alors, l'interprétation du delta strictement négatif, ça veut dire que le polynôme n'a pas de racine réelle, ça veut dire que sa courbe représentative ne coupera jamais l'axe des abscisses. Ensuite, on a le alpha qui vaut 2, ça veut dire que l'abscisse du sommet est égale à 2, donc l'abscisse du sommet doit être sur cette droite ici d'équation x égale 2. Et enfin, on a un a strictement négatif qui veut dire que la parabole est ouverte vers le bas. Donc, je dois placer mon sommet pour que à la fois la parabole soit ouverte vers le bas et qu'elle ne coupe pas l'axe des abscisses. Ça m'oblige à placer mon sommet dans cette partie du graphique. Donc, je le mets par exemple ici et j'oriente la parabole vers le bas. Et effectivement, en faisant cela, eh bien, je me retrouve avec une parabole qui ne coupera pas l'axe des abscisses et donc dont le discriminant du polynôme qui est représenté par cette parabole sera strictement négatif. Voilà pour cette question. Alors la dernière question de cet exercice, c'est expliquer à l'aide d'arguments graphiques pourquoi il n'existe pas de polynôme du second degré vérifiant delta strictement négatif, bêta égale à moins 4 et a strictement positif. Alors première chose, on réinterprète les trois arguments. Donc le fait que delta soit strictement négatif, ça nous assure que la parabole n'a pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc ça veut dire qu'elle est soit entièrement au-dessus, soit entièrement en dessous. Voilà. Alors pour savoir si elle est censée être entièrement au-dessus ou entièrement en dessous, c'est le petit a, le signe du petit a qui va nous dire si elle est ouverte vers le haut ou ouverte vers le bas. Alors ici, le petit a, on nous a dit dans l'énoncé qu'il était strictement positif. Voilà, donc pareil, on écrit a est strictement positif, donc la parabole est ouverte vers le haut, je mets entre guillemets, et donc elle est entièrement située au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc ça va être en contradiction avec le fait que, on avait dit que bêta était égal à moins 4, parce que si bêta vaut moins 4, ça veut dire que le sommet de la parabole a comme ordonnée moins 4, donc que le sommet se situe sous l'axe des abscisses, ce qui vient d'être formellement interdit. Donc le sommet de la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses et ne peut pas avoir pour ordonnée moins 4, comme le stipulait bêta. Voilà qui vient conclure cet exercice qui était sur l'interprétation graphique des différents éléments qui composaient les différentes formes des polynômes du second degré. On passe au troisième. Dans l'exercice 3, on commence par une question assez classique de ce chapitre, c'est résoudre une équation dans l'ensemble des réels. On y va. Alors, on me demande de résoudre cette équation dans l'ensemble des réels. Alors, vu que vous avez un petit peu d'expérience quand vous arrivez le jour du contrôle, vous savez qu'on ne sait pas déterminer quand est-ce qu'un polynôme du second degré est égal à un autre polynôme du second degré. Ce qu'on sait faire, c'est savoir quand est-ce qu'un polynôme du second degré s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que l'image de x vaut 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par transposer tout ce qu'on a dans le membre de droite, on va le transposer dans le membre de gauche, histoire d'obtenir 0 dans le membre de droite. Alors, ça nous donne x au carré moins 2 tiers de x au carré. Ensuite, on a moins x, on transpose moins x. Et moins 5, transpose 4, moins 4. Donc finalement, c'est équivalent à dire combien on a de x au carré. Donc là, on en avait 3 tiers, puisqu'on en avait 1. On en retire 2 tiers, il reste 1 tiers de x au carré. Ici, moins 2x, moins 9, égale 0. Là, on est revenu à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire trouver les racines d'un polynôme. Donc on va prendre ce polynôme, on va chercher ses racines, et ce seront les solutions de l'équation. Donc on extrait le polynôme, on reprend la rédaction qu'on a l'habitude de faire. Donc 1 tiers de x au carré moins 2x moins 9, c'est un polynôme du second degré avec le a qui vaut, donc le a c'est le coefficient devant x au carré, donc c'est 1 tiers. Le b, coefficient devant x, donc moins 2. Et le c, coefficient constant à la fin, donc moins 9. Maintenant on va calculer le discriminant delta. Donc b carré moins 4 AC, ce qui fait donc moins 2 au carré moins 4 fois A, donc 1 tiers, pas obligé de mettre des parenthèses, il n'y a pas d'ambiguïté, fois C, donc moins 9.
on prend soit sa calculatrice, soit on fait de tête. Là, c'est faisable de tête. Donc, moins 2 au carré, ça vaut 4. Ici, j'ai moins par moins, donc ça va donner un plus. 9 fois 1 tiers, donc c'est 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 fois 4, 12. Donc finalement, on a un discriminant qui est égal à 16. Donc on en déduit que le discriminant, ce qui est important, c'est qu'il est strictement positif, que donc le polynôme a exactement 2 racines réelles. On les calcule, on va avoir x1 et x2. Alors pour x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui donne moins b, donc on a dit moins 2, moins racine de delta qui valait 16 sur 2a, donc 2 fois a, ça va donner 2 fois 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Moins 2, ça fait 2. Moins 16, moins racine de 16, pardon, la racine de 16 c'est 4, donc ça fait moins 4. Et donc sur 2 tiers, alors divisé par 2 tiers, ça revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire par 3 demi. Donc finalement, ça va nous donner une racine qui va être égale à 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2 fois 3 demi, eh bien, ça va nous donner moins 3. Donc, alors j'efface le calcul, vous pouvez le laisser, hein, mais c'est juste que ça va me permettre d'écrire l'autre racine juste à côté, donc moins 3. x2, moins b plus racine de delta sur 2a, donc je vais avoir un calcul à peu près similaire, moins 2 plus racine de 16 qui nous fera 4 sur 2a qui vaut du coup 2 fois 1 tiers, donc 2 tiers, ce qui va nous donner donc 2 plus 4 cette fois-ci, et tout ça multiplié par l'inverse de 2 tiers qui est 3 demi. Donc finalement, ça va faire quoi? Ça va faire 6 fois 3, 18, 18 divisé par 2, 9. Donc deuxième racine de ce polynôme, eh bien, c'est 9. Alors la question, ce n'était pas de trouver les racines d'un polynôme, hein, c'était de résoudre une équation. Donc on va conclure, comme on nous l'a demandé, en disant les solutions de l'équation sont donc moins 3 et 9. Donc l'ensemble des solutions de l'équation est donc, c'est un ensemble, donc je mets dans des accolades, moins 3, 9. Voilà pour cette première question. La question suivante. Alors dans la question suivante, on nous dit soit f et g, les fonctions définies sur R par f de x est égal à x au carré moins x moins 5 et g de x est égal à 2 tiers de x au carré plus x plus 4. On note CF et CG les courbes représentatives de f et de g. Déterminer les coordonnées des points d'intersection des courbes CF et CG. Donc, on nous pose une question qui est graphique. Alors, comment on détermine le point d'intersection de deux courbes? Alors, si vous êtes dans un repère et que vous avez une courbe qui est comme ça et l'autre qui est comme ça, eh bien, pour trouver les coordonnées des points d'intersection, eh bien, il va falloir vous intéresser aux x qui ont quoi de particulier? Eh bien, si celle-là, ça représente la fonction f et celle-là, représente la fonction g, il va falloir trouver les x qui, eh bien, regardez, dont l'image par f et l'image par g, eh bien, sont exactement les mêmes nombres. Donc ici, on veut que f de x soit égal à g de x. Donc, on va chercher les x tels que f de x est égal à g de x. Voilà, on peut faire une petite phrase explicative. Donc finalement, on cherche x tel que f de x soit égal à g de x. Alors ça tombe bien puisque f de x égale g de x, c'est une équation qu'on a déjà vue dans la question 1. Donc on va dire que pour tout x appartenant à R, eh bien f de x égale g de x, c'est une équation qui est équivalente à l'autre équation qui est, donc f de x c'était x au carré moins x moins 5, et g de x c'était 2 tiers de x au carré plus x plus 4. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait cette équation c'est celle de la question 1. On l'a déjà résolue, on avait dit que les solutions c'était moins 3 et 9. Donc on va dire d'après la question 1, eh bien les solutions sont moins 3 et 9. Ça veut dire que les points d'intersection de CF et CG ont pour abscisse moins 3 et 9.
Voilà. Alors, c'est pas terminé puisque nous, on nous demandait les coordonnées des points. On ne demandait pas juste les abscisses. Donc, il va falloir que je calcule l'image de moins 3 et pour connaître l'ordonnée du point d'intersection qu'il y avait pour abscisse moins 3 et l'image de 9. Hein, si on reprend le petit schéma. Donc, les courbes que je vous dessine, ce n'est pas celles de l'exercice, hein, mais c'est juste pour comprendre. Si on a trouvé que, par exemple, ici, c'était l'abscisse d'un point d'intersection, alors je vais essayer que ça ressemble. Hop, on va dire voilà, moins 3. Eh bien, dans ce cas-là, pour connaître les coordonnées du point, il me faut l'ordonnée. Donc, je vais calculer l'image de moins 3. Alors, vous voyez, comme c'est un point d'intersection, je peux calculer l'image soit par F, soit par G, puisque de toute façon, eh bien, les deux courbes sont au même endroit ici. Donc, je choisis le nombre que je préfère pour calculer l'image. Alors, je vais prendre F, l'expression m'a l'air plus simple. Et puis, je vais prendre moins 3. Les calculs seront peut-être eux aussi plus simples qu'avec 9. Donc, j'ai remplacé dans f de x le x par moins 3. Donc, ça me fait moins 3 au carré, moins 3, moins 5. Donc, moins 3 au carré, c'est 9. Moins 3, donc plus 3. Moins 5. 9 et 3, 12. 12 moins 5, 7. Donc, finalement, ça veut dire que j'ai un premier point d'intersection qui va avoir comme coordonnées moins 3, 7. Bon, je le dirai dans ma phrase réponse. Maintenant, il faut que je calcule l'image de 9 pour avoir le deuxième point d'intersection. Oui, donc je vous disais avant que je pouvais choisir moins 3 ou 9. Hein, ça me donne des points d'intersection différents. Donc maintenant, je calcule l'image de 9. Donc je reprends avec f puisque les calculs vont me sembler plus simples. Donc ça fait 9 au carré moins 9 moins 5. 9 au carré, 81. Moins 9 moins 5. 81 moins 9, ça doit faire 72. 72 moins 5, 67. 67. Donc, les points d'intersection, on a moins 3, 7. Et on a 9, 67. Voilà pour les coordonnées. On arrive donc à la question 2b, qui est de résoudre dans R l'inéquation qui est inscrite ici. Alors pareil, l'inéquation qui est inscrite ici, hein, on voit qu'elle ressemble beaucoup à l'équation du départ, c'est juste que le égal a été remplacé par un strictement supérieur. Donc du coup, l'énoncé nous dit on pourra réinvestir les résultats de la question 1 pour gagner du temps. Effectivement, quand on veut résoudre une inéquation, hein, il y a une grosse partie du raisonnement qui est simplement la même que pour résoudre une équation. Donc, on va utiliser la question 1 pour aller un peu plus vite. Alors, pour tout x appartenant à R, écrire ça, c'est équivalent à, pareil, je transpose. Hein, donc, je vais me retrouver avec les calculs qui ressemblent énormément à la question 1. Moins 2 tiers de x au carré, moins x moins 4, strictement plus grand que 0. C'est ça qui change par rapport à la question 1. Ce qui nous donne 1 tiers de x au carré, moins 2x, moins 9, strictement positif. Alors voilà, quand on en est là, c'est là où on va pouvoir réinvestir ce qu'on avait dans la question 1, c'est-à-dire que ce polynôme-là, on l'a déjà étudié et on connaît déjà ses racines qui sont moins 3 et 9. Donc ça, je vais dire d'après la question 1. Voilà, il faut y faire référence. D'après la question 1, les racines de 1 tiers de x au carré moins 2x moins 9 sont moins 3 et 9. Alors pourquoi on dit ça? Parce que vous savez que pour résoudre une inéquation, il faut faire un tableau de signes du polynôme pour savoir où est-ce qu'il y aura les signes plus. Donc, pour faire le tableau de signes, il nous faut déjà les racines. Ensuite, maintenant qu'on sait où il s'annule, il faut savoir de quel signe est le coefficient dominant. Donc ici, le A, il est strictement positif puisqu'il vaut 1 tiers. Donc ça veut dire que le petit tableau de signes qu'on peut faire, ça va être donc x, signe de 1 tiers de x au carré moins 2x moins 9. On est sur R, donc sur moins l'infini plus l'infini. Et on a dit que les racines, c'était moins 3 et 9. Donc ça veut dire qu'en moins 3 et en 9, le polynôme s'annule. Comme le A est strictement positif, ça veut dire que la parabole est ouverte vers le haut. C'est-à-dire qu'elle est sous l'axe entre les racines. C'est-à-dire que les images sont négatives pour le polynôme entre les racines et positives à l'extérieur. D'accord? On imagine une parabole ouverte vers le haut à cause du A strictement positif. Et comme on connaît les racines, voilà, donc
D'abord, les images sont positives, puis négatives, puis positives. Donc, il est extrêmement important de signifier le signe de A pour savoir ça. Et donc maintenant, parce que ce n'était quand même pas la question, donc je vais terminer ici, ou bien sûr ça s'écrit à la suite, eh bien on nous demandait de chercher quand est-ce que le polynôme était strictement positif. Donc ça va être sur moins l'infini moins 3 exclu, union 9 plus l'infini. Voilà pour la petite phrase réponse. Donc l'ensemble des solutions avec un S de l'inéquation est moins l'infini moins 3, union 9 plus l'infini. Alors l'inéquation, hein, c'est celle-là ou celle-là, de toute façon, sont les mêmes solutions. Voilà pour cette question. Ça nous amène à la dernière question de cet exercice, la 2C, en déduire les positions relatives des courbes CF et CG. Alors les positions relatives, hein, c'est dire qui est au-dessus de qui. Donc pour savoir ça, on va regarder, eh bien, effectivement, l'inéquation qu'on a résolue juste au-dessus, puisqu'on reconnaît ici f de x et ici g de x. On a donc cherché les x tels que les images par f étaient plus grandes que les images par g. C'est-à-dire on a cherché les abscisses des points des courbes pour lesquelles la courbe représentative de f était au-dessus de la courbe représentative de g. Donc d'après la question 2b, déjà on a remarqué que l'inéquation qu'on nous avait demandé de résoudre, c'était comme de résoudre f de x strictement supérieur à g de x, et on a vu que ça c'était vérifié si et seulement si x appartenait du coup à cette réunion d'intervalles. Donc ça veut dire que ici les images par f, si on prend un x, eh bien les images par f sont supérieures aux images par g, donc ça veut dire qu'en gros on aura une image par f qui va nous apporter un point ici, qui est supérieure à l'image par g, donc c'est-à-dire pour le même x, eh bien la courbe qui représente g est en dessous de celle qui représente f. Donc ça veut dire que CF est au-dessus de CG sur eh bien, moins l'infini moins 3 et sur 9 plus l'infini. Ensuite, au passage, on peut répéter le résultat de la question 2A, qui est que CF et CG se coupent au point d'abscisse moins 3 et 9. Et donc, quand est-ce que cette fois-ci CF est en dessous de CG? C'est le reste du temps. Donc, ça veut dire entre moins 3 et 9. Voilà, on a donc étudié les positions relatives des courbes CF et CG. Allez, le dernier exercice. Lors de festivités, un maire décide d'accrocher des guirlandes lumineuses dans les rues de sa ville. Nous nous intéressons à une guirlande attachée de part et d'autre de la rue. La guirlande sera attachée au point A, situé en haut du bâtiment 1, et au point B, en haut du bâtiment 2. On modélise la position de la guirlande par la courbe représentative CF de la fonction f, définie pour tout x appartenant à 0,5, au niveau des abscisses, par f de x est égal à, on a cette formule ici, polynôme du second degré. Ainsi, f de x représente la hauteur exprimée en mètres, à laquelle est la guirlande à une distance au sol de x mètres du bâtiment 1. Vous voyez, plus on s'éloigne, plus la hauteur diminue au départ. Donc voilà, ça veut dire qu'ici vous avez les x en mètres, de 0 à 5 mètres, et vous avez la hauteur de la guirlande qui est exprimée par la fonction f. La première question, c'est calculer la hauteur du bâtiment 1. Alors pour avoir la hauteur du bâtiment 1, en fait, il faut s'intéresser ici à là où est accrochée la guirlande à l'abscisse 0. On va donc calculer f de 0. Et pour la 1b, on devra trouver la hauteur du bâtiment 2. On calculera la hauteur pour une abscisse égale à 5 pour avoir la hauteur du bâtiment B. C'est parti, on calcule l'image de 0. Donc on prend la fonction f, on prend son expression f de x, on remplace les x par 0, donc ça donne 0,25 fois 0 au carré, moins 1,5 fois 0, plus 5,25. Donc là, il n'y a que des zéros, c'est parfait, ça nous donne 5,25. Donc ça veut dire, la question c'était sur la hauteur du bâtiment 1. Ça veut dire que le bâtiment 1 fait 5,25 mètres. On a dit que pour la question 1b, qui était la hauteur du bâtiment B, il fallait faire la même chose, mais à 5 mètres du bâtiment 1. Donc calculer la hauteur de la guirlande à 5 mètres du bâtiment 1, puisqu'elle était accrochée à cet endroit-là au bâtiment 2. Donc on calcule f de 5, ce qui va nous donner 0,25 fois 5 au carré, moins 1,5 fois 5, plus 5,25. Et ça, ça nous donne 4.
Voilà. Donc, ça veut dire que le bâtiment 2 a une hauteur de 4 mètres. Alors, ça nous amène à la question 2a. En justifiant votre réponse, dressez le tableau de variation de la fonction f sur 0,5. Alors là, on s'attend à voir une flèche qui nous indique une fonction strictement décroissante sur un intervalle du type 0, je sais pas moi, 3,5 ou quelque chose comme ça, et une flèche qui nous indique une fonction strictement croissante sur l'intervalle restant 3,55. Voilà, on n'est pas trop sûr de là où se situe le sommet, et donc ça va être ça justement la question, c'est quand on nous demande un tableau de variation pour une fonction polynomiale de degré 2, eh bien ça va être d'identifier les coordonnées ici du sommet pour pouvoir faire le tableau de variation de cette fonction. Donc j'insiste, en fait, c'est dans votre cours, c'est la forme canonique qui vous apportait en premier le tableau de variation. Donc nous, il nous faut alpha et bêta. Alpha et bêta n'ont de sens que si on est avec un polynôme du second degré devant nous. Donc je vais repréciser qu'ici, j'ai bien un polynôme du second degré pour appliquer ces formules de alpha et de bêta. Donc voilà, c'est fait. J'ai un polynôme du second degré avec a qui vaut 0,25, b qui vaut moins 1,5 et c qui vaut 5,25. Le fameux alpha de la forme canonique, alors je peux utiliser la formule du cours, c'est moins b sur 2a. Ce qui nous donne, si on applique ici numériquement, ça fait moins 1,5 sur 2 fois 0,25. Donc finalement, ça fait 1,5 sur 0,5, et donc ça vaut 3. Pour calculer maintenant bêta, pour pouvoir faire mon tableau de variation, eh bien, je vais calculer l'image de alpha, puisque je sais que alpha et bêta sont les coordonnées du sommet, ça veut dire que si je me place à l'abscisse alpha x égale alpha, eh bien, son image sera égale à bêta. Donc, c'est f de alpha, c'est-à-dire ici f de 3, et donc je vais calculer en remplaçant x par 3 là-dedans, donc 0,25 fois 3 au carré, moins 1,5 fois 3, plus 5,25, et je calcule le résultat. Et donc ça vaut également 3. Donc, enfin ou plutôt or, le A est strictement positif. Ça me dit l'orientation de la parabole. Alors évidemment, dans l'exercice, on avait un petit schéma, donc on voyait qu'elle était ouverte vers le haut, mais vous n'êtes pas censé vous appuyer sur le schéma. Donc on reprécise bien, donc, et on va avoir notre tableau de variation, donc x, variation, alors attention, ce sont les variations d'une fonction, pas de son expression, donc variation de f, on est sur moins l'infini plus l'infini. Les coordonnées du sommet, ça va être alpha et bêta. Donc ici, alpha vaut 3, bêta vaut 3. Donc si jamais vous inversez les deux, personne ne s'en rendra compte. Et donc ici, une flèche qui descend, une flèche qui monte, puisque la parabole dans notre tête était ouverte vers le haut. Donc le A strictement positif nous a donné ces variations-là. Alors attention, petite erreur, vous l'avez peut-être relevé. Ici, on est sur 0,5 uniquement. Et d'ailleurs, dès le début, on est sur 0,5. Vous aviez peut-être relevé que j'étais allé un petit peu trop loin. Voilà. Si la fonction n'existe pas en dehors, en tout cas si l'exercice ne l'a pas définie en dehors, il n'y a pas de raison de la définir en dehors. Alors, comme ici c'est sur 0,5, eh bien, je vais devoir calculer les images, mais ça a déjà été fait dans la première question, je vous rappelle. Alors, on avait trouvé ici une hauteur de 4 mètres. Et là, on avait trouvé une hauteur de 5,25. Voilà, vous devez mettre les images lorsqu'elles sont calculables. Si jamais vous avez moins l'infini et plus l'infini, comme ce ne sont pas des nombres, vous ne mettez rien. Mais si ce sont des nombres, il faut remplir. Question 2b. On nous dit, le maire souhaite savoir si les camions poubelles d'une hauteur de 2,75 mètres pourront continuer à circuler dans cette rue ou s'il doit prévoir de les dérouter. Pouvez-vous le conseiller ? Alors, en gros, il faut savoir si la hauteur du camion poubelle, ici, passe sous la guirlande. Alors, la guirlande, on sait que ici, la hauteur minimale, d'après le tableau de variation, eh bien, c'est 3 mètres. Donc, un camion qui fait 2,75 m passe sous la guirlande. Donc, c'est bon pour le maire. Voilà, j'avais laissé ici le tableau de variation pour l'avoir sous les yeux, mais donc il n'a plus à figurer ici.
Dans la question 2b, on dit d'après le tableau de variation, la hauteur minimale de la guirlande est de 3 mètres. Donc, les camions poubelles d'une hauteur de 2,75 mètres peuvent passer en dessous. Allez, on approche de la fin. Question 3a, résoudre l'inéquation f de x inférieure ou égale à 3,25. Alors, je vais commencer par réécrire cette inéquation pour obtenir une inéquation du second degré avec 0 dans l'un des membres. Voilà. Donc, f de x, l'énoncé m'avait dit que c'était 0,25x au carré moins 1,5x plus 5,25. Et donc, je souhaite savoir quand est-ce que c'est inférieur strictement à 3,25. Donc, je transpose. C'est équivalent à dire que 0,25x au carré moins 1,5x, eh bien donc j'ai 5,25 moins 3,25, donc plus 2, est strictement négatif. Il va donc falloir que j'étudie le signe de ce polynôme-là. Alors dans un premier temps, je peux étudier le signe sur R et ensuite regarder éventuellement sur 0,5 ce que ça donne, ou je peux le faire directement sur 0,5. Donc je commence en disant 0,25x au carré moins 1,5x plus 2 est un polynôme du second degré avec a, b et c. Je vais calculer le discriminant. Ce discriminant b au carré moins 4ac, ça donne donc moins 1,5 au carré, moins 4 fois 0,25 fois 2, ce qui est égal à 0,25. Donc j'ai un discriminant qui est strictement positif et donc le polynôme va avoir exactement deux racines réelles. Donc la première racine, x1 moins b moins racine de delta sur 2a, donc j'ai remplacé ici par les valeurs que j'avais trouvées et donc ça nous donne 1,5. Alors vous l'avez peut-être remarqué, c'était faux ici sur la calculatrice, j'avais mis 1,25, c'est 1,5. Donc première racine c'est 2, deuxième racine je refais les mêmes calculs avec un plus ici et j'obtiens 4. Donc, les racines du polynôme sont 2 et 4. Alors, pour moi, les racines sont juste une étape, puisque ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que le polynôme est strictement négatif. Donc, il me faut un tableau de signes du polynôme. Donc, on donne le signe du A pour savoir les signes qu'on va mettre dans le tableau de signes. Ensuite, dans le tableau de signes, vous avez le choix. Soit dans un premier temps, le polynôme, vous le sortez de l'exercice, c'est-à-dire pour vous, ça n'a plus rien à voir avec la fonction f. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de vous restreindre à 0,5 et vous faites sur moins infini plus infini. Soit vous faites directement sur 0,5. Ici, je vais faire directement sur 0,5. Pourquoi? Parce que mes deux racines sont bien entre 0 et 5, donc je ne risque pas de me tromper. Je vais mettre moins l'infini ou plus l'infini ou 0 et 5. De toute façon, les deux sont entre ici. Donc j'ai 2, 4. Ce sont les racines, donc le polynôme s'annule. Et pour les signes, comme le A est positif, eh bien ça va être plus, moins plus, puisque la parabole est orientée vers le haut, donc elle est sous l'axe des abscisses entre les points d'intersection. Voilà pour ça. Alors la question, c'était pas de trouver le tableau de signes, la question c'était de résoudre l'inéquation, et donc je vois que le polynôme est strictement négatif lorsque x appartient à l'intervalle de 4. Donc voilà, petite phrase réponse. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation est de 4. Voilà pour cette question 3. Allez, dernière question. Pendant les festivités, un porteur de drapeau d'une hauteur de 3,25 mètres passera sous la guirlande. À quelle distance au sol du bâtiment 1 pourra-t-il théoriquement passer sans toucher la guirlande? Donc on a vu ici que la hauteur de la guirlande, qui était représentée par la fonction f, allait être inférieure à 3,25, donc allait bloquer le porteur de drapeau. Si et seulement si, le porteur de drapeau se trouve à une distance du bâtiment 1 située entre 2 et 4 mètres. Donc en fait, il faut que le porteur de drapeau ne se situe pas entre 2 et 4 mètres, qui sont les distances au sol pour lesquelles la guirlande est sous les 3,25 mètres. Donc en fait, il faudra qu'il passe ici entre 0 et 2 mètres du bâtiment 1 pour que la hauteur soit bien supérieure à 3,25 ou alors entre 4 et 5 mètres. Donc, petite phrase réponse pour cette question. Dans la question 3a, d'après la question 3a, la hauteur de la guirlande permet au porteur de passer pour une distance entre 0 et 2 mètres du bâtiment 1 ou entre 4 et 5 mètres. Donc, je vous rappelle, on avait les bâtiments comme ça, on avait la guirlande qui était comme ça, et donc on a découvert que, en fait, les endroits où on était en dessous
Le 3,25, eh bien c'était 2 et 4. Donc s'il passe ici, votre porteur de drapeau, il va toucher la guirlande. Alors que s'il passe là, eh bien ça va passer. Voilà, on a fini. Alors j'espère que vous avez tout bien compris. Et sinon, n'hésitez pas à aller vous entraîner sur d'autres sujets. À bientôt!